المقاومة لا تستطيع أن تقف مكتوفة الأيدي ويكشف ظهرها. ليس حزبا لبنانيا ولكنه فرقة إيرانية. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Tripoli, toujours sous le feu des francs-tireurs. Le bilan s'élève à 5 morts et une quarantaine de blessés, dont des soldats. Le comité de suivi de la ville appelle le président à convoquer le Conseil supérieur de la défense. Syrie, la commission d'enquête de l'ONU dénonce des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité devenus une réalité quotidienne. Le rapport fait également mention de soupçons d'usage d'armes chimiques. Appel à une grève générale de 48 heures en Turquie pour dénoncer le recours de la police à la violence contre les contestataires. Un deuxième manifestant a été tué par balle dans le sud du pays. Et dans ce journal, on ira aussi en Afrique du Sud où l'enquête se poursuit dans l'affaire Pistorius. L'athlète a comparu devant un tribunal de Pretoria pour répondre du meurtre de sa compagne Reeva Steenkamp. L'audience a été reportée au 19 août. Nouvelle nuit sanglante à Tripoli. Les tirs des francs-tireurs ont porté le bilan des affrontements entre les quartiers rivaux de Jabal Mohsen et Bab el-Tebene à 5 morts et 38 blessés depuis dimanche soir. Les tirs se sont poursuivis dans la nuit et quelques roquettes ont été lancées. L'armée a riposté aux tirs et tente de rétablir le calme. Les établissements scolaires et les commerces proches des deux quartiers sont fermés ce mardi. Hier, 4 hommes et une femme de Bab el-Tebene ont été tués et 17 autres personnes ont été blessées par des tireurs embusqués. 5 soldats et des membres des forces de sécurité figurent parmi les blessés. Les derniers accrochages qui avaient duré une semaine avant de cesser le 26 mai s'étaient soldés par 31 morts et 212 blessés. Les combats impliquent roquettes RPG, tirs au mortier, obus et armes automatiques. Le président Michel Sleiman et le commandant en chef de l'armée ont fait le point sur la situation à Tripoli ce mardi. Le général Jean Ahouaji a informé le chef de l'État des mesures prises pour contrôler et réduire les tensions pour assurer un retour au calme dans la ville. Le Conseil de sécurité centrale s'est également concerté sur ce dossier. Le ministre sortant de l'Intérieur a qualifié les incidents à Tripoli de tragiques. S'exprimant avant la réunion, Malouane Cherbel a indiqué que toutes les composantes politiques sont d'accord sur la nécessité de mettre fin aux accrochages dans la capitale du Nord et que l'armée fait preuve de sagesse dans sa stratégie de déploiement. Il a enfin souligné que les affrontements de Tripoli renvoient au développement en Syrie. Le député Mohamed Kabbara a pour sa part déclaré que Tripoli sera obligé de se défendre dans 48 heures si les violences se poursuivent. À l'issue d'une réunion du comité de suivi des députés de la ville, il a accusé les autorités libanaises, le commandement de l'armée et l'institution militaire de comploter avec le régime syrien. Les responsables ont exhorté le président Sleiman à convoquer le Conseil supérieur de la défense et à mettre en place un plan sécuritaire définitif pour rétablir le calme. Le Premier ministre désigné Tamam Salam va proposer une nouvelle formule gouvernementale de 16 ministres indépendants. C'est du moins ce que rapporte le quotidien El Akhbar, selon lequel Salam estime qu'il est difficile de former un gouvernement de 24 membres. En cause, la difficulté de trouver des ministres qui ne soient pas considérés comme une provocation pour l'autre camp. Toujours selon le journal, Michel Sleiman et Walid Jumblat lui ont demandé de se raviser concernant cette formule de 16 ministres. Le choix de la stabilité est plus judicieux que celui de la démocratie, c'est ce qu'estime Nabih Berri dans les colonnes du quotidien En-Nahar. Le président de la Chambre souligne que compte tenu de la situation sécuritaire actuelle, la loi de prorogation du mandat du Parlement est justifiable. Il a également rétorqué au 14 mars qui accuse la coalition Amal Hezbollah d'œuvrer pour un rapport des élections en leur répondant que les résultats dans leur région d'influence étaient connus d'office. Selon Berri, les deux partis ont opté pour la prorogation par peur pour la stabilité du pays et non par crainte des élections. Il a par ailleurs rappelé avoir fourni tous les efforts possibles pour la tenue du scrutin en présentant divers projets de loi électorale. L'ONU est presque sûre que des armes chimiques sont utilisées en Syrie. Les enquêteurs des droits de l'homme disent avoir des motifs raisonnables de penser que des armes chimiques ont été utilisées en quantité limitée dans le conflit. Les 20 experts n'ont pas eu accès au territoire syrien, mais ont basé leur rapport sur des entretiens avec des victimes, du personnel médical et d'autres témoins. Selon ces éléments, les forces gouvernementales et les rebelles ont eu recours à de telles armes.
Les plus grands nombres de témoignages mettent toutefois en cause les troupes du président Assad. La commission d'enquête de l'ONU dénonce par ailleurs des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité devenus une réalité quotidienne en Syrie. Après Qousseir, le Hezbollah est désormais dans la périphérie d'Alep, dans le nord du pays. Selon Louay Mokdad, coordinateur politique et médiatique de l'armée syrienne libre, quelques 4000 combattants du Hezbollah ont pris position dans l'académie d'ingénierie militaire et s'apprêtent à entrer dans la ville. La plupart des quartiers sont toujours sous contrôle rebelle. Depuis le 19 mai dernier, la puissante milice est impliquée dans l'assaut lancé contre Qousseir, longtemps place forte de la rébellion. L'armée syrienne et le Hezbollah cherchent à prendre cette ville stratégique située près de la frontière libanaise pour ouvrir un passage sûr entre Damas et le littoral syrien, base arrière du régime. La Russie estime que toute tentative d'intervention militaire en Syrie est vouée à l'échec. C'est ce qu'a déclaré Vladimir Poutine à l'issue d'un sommet avec les dirigeants de l'Union européenne. Le président russe a souligné que toute ingérence militaire entraînerait aussi de lourdes conséquences humanitaires. Il a par ailleurs assuré que Moscou n'a pas livré de missiles solaires S-300 à la Syrie pour l'instant, mais que le contrat a été signé il y a plusieurs années. Le chef du Kremlin dit ne pas vouloir rompre l'équilibre des forces dans la région. S'il est élu président le 14 juin, l'ancien chef de la diplomatie iranienne veut proposer à la France de travailler ensemble pour résoudre le conflit en Syrie. Ali Akbar Velayati a déclaré à l'AFP que Paris, qui a une longue tradition de relations avec la Syrie et le Liban, a un avantage par rapport aux autres pays occidentaux. Il estime cependant que la France a laissé passer sa chance d'une intervention positive dans le conflit. Paris est par ailleurs réticente à la participation de l'Iran à la conférence internationale de paix sur la Syrie, qui pourrait se tenir à Genève en juillet. Téhéran est un soutien indéfectible du régime de Damas depuis le début du conflit en mars 2011. Ali Akbar Velayati a par ailleurs affirmé que son pays ne cherche pas à se doter de la bombe atomique, comme l'en accusent l'Occident et Israël. Il a toutefois écarté tout changement de cap s'il est élu. Dans un instant, la tête du djihadiste algérien Mortar Belmokhtar mise à prix par Washington. Les détails après la pause. Retour sur le plateau de l'info de Futur TV. Les affrontements ont repris à Istanbul cette nuit. Des manifestants anti-gouvernementaux ont essayé d'approcher les bureaux du Premier ministre. Les forces de l'ordre les ont repoussés à coups de gaz lacrymogène. Depuis maintenant 5 jours, les rassemblements, souvent émaillés d'accrochages avec la police, se succèdent. Pas seulement à Istanbul, mais aussi à Ankara, la capitale, et dans plusieurs autres villes du pays. Un deuxième décès lié à ces manifestations a été confirmé dans la province de Hatay, dans le sud. Il s'agit d'un jeune homme de 22 ans, décédé après avoir été touché d'une balle à la tête. Une enquête a été ouverte pour déterminer l'origine du tir. Par ailleurs, l'une des plus importantes confédérations syndicales turques a appelé à une grève de 2 jours à partir de ce mardi pour dénoncer la brutalité de la répression. Une brutalité largement évoquée sur les réseaux sociaux turcs et qui suscite de plus en plus de critiques parmi les pays occidentaux. Analyse. Il y a des mesures de plus en plus restrictives et inspirées par la loi islamique à peu près dans tous les domaines. Erdogan, en fait, maintenant se sent un peu tout puissant. Et donc, tout d'un coup, la Turquie laïque, qui autrefois a été représentée par des partis, par des magistrats, par l'armée, tout cela, finalement, Erdogan a fait place nette. Et pendant tout un temps, avec l'approbation de l'opinion, qui pensait que les militaires avaient une manière un peu bien à eux d'intervenir dans le processus politique et qu'une démocratie adulte pouvait faire sans. Mais pas quand on pousse les gens à bout. Tous ceux aussi qui critiquent le fiasco de la politique internationale d'Erdogan en Syrie, tous ceux qui sont agacés finalement par les mœurs de plus en plus autoritaires, c'est toute la Turquie urbaine, celle qui a porté avec les campagnes, mais aussi elle, Erdogan au pouvoir, il a été maire d'Istanbul, qui tout d'un coup lui dit ça suffit, ça ressemble à beaucoup de choses qu'on a connues, par exemple en Russie, les classes moyennes. La Turquie est vraiment le tigre de l'économie de la région, mais justement, ce n'est pas Erdogan qui a créé le miracle turc, et les classes moyennes qui en sont les bénéficiaires en ont un peu assez d'être traités comme des enfants par un personnage qui se prend pour le padishah, pour le sultan, sauf que le sultan était plus tolérant. L'OTAN est prête à aider la Libye à renforcer la sécurité de son territoire près de 2 ans après avoir participé à la chute du dictateur Mohamed Kadhafi. Le secrétaire général de l'Alliance Atlantique a indiqué que l'OTAN va envoyer une mission d'experts
pour identifier les domaines dans lesquels elle peut apporter son expertise après une requête de Tripoli dans ce sens. Anders Fogh Rasmussen a précisé qu'il ne s'agit pas de déployer des troupes en Libye, mais plutôt de jouer un rôle dans l'entraînement et la formation des forces libyennes. Les autorités peinent à assurer la surveillance des frontières depuis la fin de l'opération militaire aérienne de l'OTAN qui a conduit à la mort de Kadhafi en octobre 2011. La chasse à l'homme est officiellement ouverte. Les États-Unis promettent une récompense de 23 millions de dollars pour toute information conduisant à la capture du djihadiste algérien Mortar Belmokhtar. Une manne de 5 millions de dollars est également offerte à quiconque apportera des renseignements décisifs sur cet ancien chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique qui a monté son propre groupe fin 2012. Donné pour mort par le Tchad en avril, il a menacé il y a 10 jours de lancer de nouvelles attaques au Niger. C'est son groupe qui a mené l'énorme prise d'otages dans le complexe gazier d'In Amenas en Algérie en janvier dernier. D'autres responsables d'AQMI sont également visés par ce programme du département d'État baptisé Récompense pour la justice. La plus grosse récompense, 7 millions de dollars, est réservée au numéro 1 présumé de Boko Haram, Abubakar Shekau, qui combat actuellement l'armée du Nigeria dans le nord-est du pays. L'affaire Pistorius reprend. Accusé du meurtre de sa petite amie, Oscar Pistorius a comparu devant un tribunal de Pretoria ce mardi. Une audience de procédure qui a été ajournée et reportée au 19 août prochain. Le temps pour la police de compléter son enquête. Jusqu'à cette date, le champion handisport sud-africain continuera de bénéficier d'une liberté sous caution. L'athlète a admis avoir tiré à 4 reprises sur Riva Steenkamp dans sa villa de Pretoria dans la nuit du 14 février dernier. Ses avocats plaident l'erreur tragique et affirment que Pistorius pensait avoir affaire à un cambrioleur. L'accusation retient, elle, la thèse du meurtre prémédité. Ironie du sort, le 19 août, la victime, un top modèle populaire en Afrique du Sud, aurait dû fêter son 30e anniversaire. En bref, dans le reste de l'actualité de ce mardi, les pluies diluviennes qui ont touché l'Europe centrale la semaine dernière provoquent d'importantes inondations et des glissements de terrain meurtriers en République tchèque, en Allemagne et en Autriche. 11 personnes au moins ont été tuées depuis le week-end, plusieurs autres sont portées disparues. Des milliers de foyers ont dû être évacués, une catastrophe qui ravive le spectre des inondations de 2002. La dernière victime de l'attentat de Boston a quitté l'hôpital, amputée de la jambe gauche et grièvement blessée à la jambe droite. Erika Brannock, une enseignante de 29 ans, va devoir suivre une longue convalescence. L'attaque le 15 avril à proximité de la ligne d'arrivée a fait 3 morts et 264 blessés. 2 hommes, Tamerlan et Dzhokhar Tsarnaev, 2 frères d'origine tchétchène, sont accusés d'en être les auteurs. Et puis, manifestation en Chine au lendemain de l'incendie meurtrier qui a fait 120 morts dans un abattoir de volailles. Les familles des victimes accusent l'exploitant de l'usine de ne pas avoir respecté les règles minimales de sécurité. Un haut responsable de l'abattoir a été arrêté. Quand le feu s'est déclenché, les portes étaient verrouillées et seule une centaine d'employés a pu s'enfuir. Le bâtiment a été entièrement ravagé par les flammes. On dénombre également 70 blessés. La femme mêlée à l'affaire qui a conduit à la démission de l'ancien directeur de la CIA, David Petraeus, a porté plainte contre le FBI et le département américain de la Défense pour diffamation et atteinte à ses droits. Dans une plainte de 65 pages déposée devant un tribunal du district de Washington, Jill Kelly et son mari Scott réclament des excuses officielles et un dédommagement d'un montant non spécifié. L'affaire Petraeus a éclaté en novembre dernier lorsque l'ancien général a démissionné de son poste en rendant publique une liaison extra-conjugale avec sa biographe Paula Broadwell. Leur liaison a été découverte par hasard par des agents du FBI qui enquêtaient sur des courriels menaçants reçus par Jill Kelly. C'est cette même enquête qui a mis en lumière une intense correspondance électronique entre Kelly et le général John Allen, ancien commandant de l'OTAN en Afghanistan. Elle a démenti toute relation inappropriée avec le militaire. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Tripoli, toujours sous le feu des francs-tireurs. Le bilan s'élève à 5 morts et une quarantaine de blessés, dont des soldats. Le comité de suivi de la ville appelle le président à convoquer le Conseil supérieur de la défense. Syrie, la commission d'enquête de l'ONU dénonce des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité devenus une réalité quotidienne. Le rapport fait également mention de soupçons d'usage d'armes chimiques. Appel à une grève générale de 48 heures en Turquie pour dénoncer le recours de la police à la violence contre les contestataires. Un deuxième manifestant a été tué par balle dans le sud du pays.
Et en Afrique du Sud, l'enquête se poursuit dans l'affaire Pistorius. L'athlète a comparu devant un tribunal de Pretoria pour répondre du meurtre de sa compagne Reeva Steenkamp. L'audience a été reportée au 19 août. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40, heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne et en direct au www.futurtvnetwork.com ou en téléchargement gratuitement notre application mobile Futur TV Lebanon. Excellente suite de programmes sur notre antenne et à demain. المقاومة لا تستطيع أن تقف مكتوفة الأيدي ويكشف ظهرها. ليس حزبا لبنانيا ولكنه فرقة إيرانية.